Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Eh bien cette semaine, on va vous parler d'un jeu qui doit sans doute vous dire quelque chose de non, mais pas sûr que vous ne sachiez tout dessus. Et on va vous en livrer tous les secrets. C'est Monster Hunter qui fête ses 20 ans cette année. Et pour en parler avec moi, j'ai Alexandre Cortés. Comment ça va, Alex? Ça va bien et toi? Eh ben écoute, ça me fait plaisir que tu sois là. Ça fait très longtemps. Mais ouais, grand spécialiste de Monster Hunter en plus, on m'a dit. Et un autre, notre ami japonisant. On va dire ça, hein? On peut dire ça si on peut tu dire veux, ça, si Ken. tu veux, je ne sais pas. Ken Bogard, le retour Bonjour Melinda, aussi. ça va? Mais écoute, très bien. Ouais. Je suis ravie parce que je sais ton amour pour Monster Hunter. Ah, c'est une licence que j'affectionne tout particulièrement. Tu vas tout nous raconter dessus alors. Je vais pouvoir tout vous en dire. Vous voyez, c'est le duo parfait pour tout ça. Eh bien, on va déjà démarrer avec l'actu à chaud, avec une petite news quand même. Avant de parler des 20 ans de Monster Hunter, il y a eu une conférence Capcom, comme ça, post-événement de l'été, histoire d'eux. Et il y a une news qui m'a interpellée, c'est-à-dire qu'au-delà de savoir qu'il y aura un prochain épisode de Resident Evil, donc le 9, qu'on sait en préparation, on a parlé de l'arrivée de Resident Evil 7 Biohazard chez Apple. Voilà, aujourd'hui, on peut jouer sur iPhone, sur iPad et MacBook, alors avec la puce M1, donc les derniers modèles, à de très nombreux Resident Evil. Ken, est-ce que c'est une bonne chose de pouvoir jouer sur des appareils auxquels on ne s'attendait pas, c'est-à-dire notamment sur smartphone? C'est une très bonne chose et je suis pas du tout étonné que Apple rentre justement dans ce secteur-là. Personnellement, moi je m'intéresse énormément à l'évolution de tout ce qui est des processeurs type ARM ou Apple Silicon afin de voir ce que l'on pourra faire niveau gaming dedans, et je vois que les progrès à partir du moment où on s'y intéresse un tout petit peu, qu'on fait le travail d'optimisation, sont quand même fous. On parle de puces qui consomment quasiment rien et qui sont capables d'afficher des jeux quand même comme Resident Evil 7, voire même peut-être les prochains jeux. C'est quand même assez malade d'avoir ça juste dans sa poche, donc ça peut être une grosse révolution. Je sais que Capcom a été quand même fidèle à Apple. Je ne sais pas exactement quels sont les contrats qui les lient, mais à mon avis, ils ont dû passer quand même beaucoup de temps pour avoir une bonne démo technique à montrer, puisque même les conférences Apple mettent en avant le jeu vidéo avec souvent des gens de chez Capcom qui viennent montrer leur nouveau jeu dessus. Donc ouais, on sait aujourd'hui, la Switch tourne aussi sur processeur ARM et on voit les dernières tablettes de Apple qui sont surpuissantes, hein, leurs derniers PC portables aussi qui sont surpuissants. Et moi, c'est pour leur PC portable aussi que je m'intéresse beaucoup à cette technologie, parce qu'aujourd'hui, jouer sur M1, tu vois, j'ai un Apple M1, c'est un peu compliqué, mais dès que le jeu est optimisé, c'est incroyable comme ça marche bien. Et avec du ray tracing qui arrive et tout. Alex, c'est bien d'avoir un concurrent de plus, une plateforme, une plateforme supplémentaire pour jouer. Ouais, je n'irai pas jusqu'à appeler concurrent parce que ça reste quand même assez. C'est loin encore. Oui. Enfin, comparé au marché du joueur PC pur et dur qui est sur Windows ou Linux, ça n'a rien à voir. Mais c'est, comme le disait Ken, c'est hyper intéressant de voir que Apple s'intéresse. Ils ont toujours eu un peu un intérêt pour le jeu. Et les jeux Blizzard, depuis Perpète, sortent aussi bien sur Mac que sur PC quand il s'agit de jeux de stratégie type StarCraft ou Warcraft. Mais les voir en fait développer une offre sur du jeu AAA moderne, comme avec Capcom, puisque au-delà de Resident Evil 7, il y a le 2 et le 4 qui sont sortis. Je crois qu'il y a Village aussi qui est dessus. Donc vraiment, Resident Evil sur le microcosme Apple, c'est quelque chose qui se fait énormément. À voir s'ils le développent avec d'autres licences. Mais il me semble aussi que Assassin's Creed avec Ubisoft... Assassin's Creed Mirage vient de sortir. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très bien. J'ai pu récupérer, j'ai testé évidemment sur iPhone. Quand vous achetez la version iPhone, c'est la même. Enfin, vous pouvez jouer sur iPad, sur MacBook, c'est la même. Et surtout, j'ai récupéré ma sauvegarde console. Ah ouais, donc pas mal, j'ai pu reprendre ma partie en fait que j'ai commencé sur Xbox. Via ton compte Ubisoft. Via mon compte Ubisoft, j'ai récupéré ma session sur mon iPhone. Ouais. Alors, iPhone, on va pas se mentir, c'est quand même pas le truc le plus pratique pour jouer. Avec une manette, c'est bien, mais sur des jeux comme ça, il faut une backbone ou quelque chose pour aller en plus, parce que on l'a vu dans le trailer justement qui était présenté par Capcom. L'interface est un peu lourde avec toutes les touches affichées sur l'écran si tu joues vraiment juste avec ton téléphone. On vous en parlera en fin d'émission si on a le temps. Ça, c'est la SCUF Nomade qui vient de sortir, qui est très très bien et justement pour jouer. Et on a la Razer Kishi Ultra aussi, on vous en parlera en fin d'émission. Moi j'ai testé beaucoup celle-là et qui est très très bien. Mais en effet, pour jouer sur mobile,
Prenez une C'est un manette, must. une vraie manette, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'était la petite news. Pour info, il y a de plus en plus de jeux. On a dit donc les Resident Evil, Mirage, No Man's Sky, vous pouvez y jouer aussi. Disco Elysium, Stray qui est arrivé. Et après, des jeux plus simples à imaginer sur Mac, comme Football Manager, Dota 2, vous pouvez y jouer aussi. Voilà, et des Call of Duty. C'était une petite transition parce que je voulais qu'on parle justement de l'arrivée d'Apple un peu plus sur le marché du jeu. On va parler Monster Hunter, c'est quand même pour ça que vous êtes là. Depuis mars, Capcom fête les 20 ans de la licence. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, on connaît un peu moins Monster Hunter que le phénomène que c'est au Japon, Ken ? C'est plus vrai aujourd'hui. Depuis l'avènement de Monster Hunter sur les consoles Nintendo notamment et l'arrivée de Monster Hunter World sur PlayStation 4, la licence Monster Hunter représente une très grosse licence, même en Europe, même en Occident, et plus qu'au Japon. Au Japon, on va dire que la licence était, on va dire, un phénomène à partir du moment où le jeu a commencé à sortir sur PSP, à partir de la deuxième, troisième génération. Mais dès que ça a commencé à sortir en Europe sur des consoles bien plus grand public comme la 3DS ou la PlayStation 4, Monster Hunter a pris vraiment son envol absolument partout. Avant, ouais, on était un peu sur un phénomène entre guillemets un peu niche, mais une niche forte. On sentait qu'il y avait quelque chose, un véritable engouement autour des jeux, un véritable intérêt à jouer au jeu et à jouer ensemble. On expliquera le principe un peu du jeu après. Mais aujourd'hui, ça représente la licence quasiment numéro 1 de chez Capcom, et c'est pas que grâce au Japon. Hein. C'est bien. Enfin, tu peux pas être numéro 1 si tu te fais sans l'Occident, c'est impossible. Alors, c'est très drôle parce que au début, donc le premier sort en 2004. L'idée de Capcom, c'est de montrer qu'ils savent faire autre chose que Street Fighter, qui était quand même un jeu phare des années 90. Ils cherchent une inspiration. C'est quoi l'idée de départ, Alex, de Monster Hunter ? L'idée de départ, c'est qu'ils voulaient profiter à la base de la puissance de la PS2 pour proposer une expérience multijoueur. Parce que ce qui est intéressant avec Monster Hunter, tu peux le faire à un joueur, mais c'est quand même beaucoup plus marrant si tu le fais à 2, 3 ou 4 joueurs, qui est le nombre maximum. Et l'objectif, c'était vraiment de montrer qu'ils étaient capables de faire un jeu multijoueur avec une boucle de gameplay infinie à laquelle tu pouvais, qui n'avait pas de fin. Et le résultat a été plutôt convaincant, parce que regarde où on en est aujourd'hui. Ken, l'inspiration multijoueur. Ouais, l'inspiration, c'est ça, c'est le multijoueur. En fait, avec Street Fighter, Capcom avait déjà sa licence de PVP, si vous voulez, donc joueur contre joueur, mais ils n'étaient pas trop sur le joueur avec joueur, donc ce qu'on appelle le PVE, les joueurs contre les ennemis, les joueurs contre le jeu, et ne voulant pas spécialement rentrer frontalement dans ce qui était aujourd'hui le FPS, qui était vraiment des grands genres de l'époque. Ils se sont dit comment est-ce qu'on peut le faire à notre sauce, et notre sauce, c'est l'inspiration, c'est Devil May Cry, c'est quand même le beat'em up, c'est ces jeux à troisième personne avec des gameplays riches, ou des jeux comme Street Fighter où tous les personnages ont un gameplay très différent. Ils ont un peu mixé tout ça, ils se sont dit que le mieux c'était de faire de la chasse, basé d'ailleurs sur le tout premier jeu, sur la possibilité de jouer avec le modem de la PlayStation 2, pour pouvoir jouer en ligne. Les premières expériences en ligne un peu catastrophique sur la PS2, mais vraiment c'est avec le multijoueur local et l'arrivée du jeu sur la PlayStation portable que le jeu va vraiment prendre une autre dimension, parce que la possibilité de pouvoir jouer, de se regrouper, de faire des LAN ultra facilement autour du jeu va rendre le côté, le jeu va lui donner un côté phénomène de société, notamment au Japon, et ce phénomène va arriver chez nous à partir du moment où on va commencer à avoir ces versions-là nommées Freedom Unite. En fait, les versions PSP, ça a permis aux working men japonais de, pendant leur pause déjeuner, se retrouver pour jouer ensemble. Et c'est vraiment ça en fait qui fait tout le sel. C'est un peu le même effet qu'on a eu à Pokémon au début de Pokémon Go, où il y avait un engouement un peu mondial et hyper communautaire, sans vraiment aucune frontière ou limite, où tout le monde se retrouvait dans un parc. Tu allais dans un parc, tu voyais un rond de personnes, tu savais qu'ils étaient en train de faire un raid. C'était un peu le même principe au début. Tout le monde avec sa PSP dans le métro. Exactement, tout le monde avec sa PSP, puis après avec sa 3DS. Alors, c'est marrant parce que le jeu, comme vous l'avez dit, démarre fort au Japon. Ils ont une meilleure connexion que nous aussi à l'époque, il faut pas l'oublier. Mais alors en Occident, sur le premier, les histoires de monstres à tuer en équipe et tout, on reste un peu hermétique. C'est dû à quoi ?
Bah déjà, le 1, je crois, n'est jamais sorti, il me semble chez nous. Bah, vous savez, au Japon, c'est bien simple, hein. À l'époque, au début des années 2000 ou même dans les années 90, qu'est-ce qu'on faisait? On donnait les jeux à tester à certains connaisseurs du jeu vidéo local, et puis on dit, est-ce que ça peut sortir chez nous? Ça peut pas sortir chez nous. Ils ont regardé un tout petit peu Monster Hunter, le premier, qui n'avait pas du tout le même gameplay d'ailleurs qu'aujourd'hui. Le premier Monster Hunter, ça se joue avec les 2 sticks analogiques de la PlayStation pour faire les coups, les combos. C'est très compliqué à jouer. Ça lui a été reproché d'être trop complexe c'est méga en gameplay. Hein. C'est super lent, c'est super lourd. C'était à des années-lumière de ce que les joueurs avaient l'habitude de jouer et de s'amuser justement par chez nous. Et y a plein de petites créatures mignonnes au milieu. Donc on se dit, bon, ça marchera jamais en Europe. On se fait pas suer. De toute façon, pour le moment, c'est qu'un petit projet. Mais quand les versions PSP ont commencé à cartonner au Japon, ils se sont dit, attends, il y a peut-être un phénomène. Maintenant, on va commencer à essayer d'adapter. Et le jeu a fini par sortir par chez nous, localisé, traduit, censuré aussi, hein, c'est vrai ? Pourquoi ? parce qu'il y a trop de sang, on peut voir dans quelques images que vous voyez ici. Oui, regardez là, pour ceux qui regardent, il n'y a aucun éclat de sang dans les attaques que vous voyez, donc ça veut dire que vous jouez à la version européenne, d'ailleurs marqué potion en bas, c'est bien ça. Dans la version japonaise, voilà, il y a beaucoup plus d'éclats de sang partout, on le voit ici, voilà, tu vois les éclats de sang, et trop violent, voilà, donc le problème de Peggy, le problème de est-ce qu'on va vraiment comprendre ça, est-ce qu'on a la même culture de la chasse, les mêmes rêves, bon bref, au fur et à mesure du temps, ça finit par passer et le succès de pas mal de jeux ont fait qu'ils se sont dit allez c'est go. Puis sur PSP il y a non plus pas grand chose, donc autant y aller, autant lancer ça. Il n'y avait pas grand chose à craindre à lancer ça, et ça a lancé le phénomène chez nous, malgré les difficultés de gameplay sur la PlayStation portable, parce qu'il fallait y jouer de façon très particulière à ce jeu, puisqu'il faut gérer la caméra sur la PSP où les 2 sticks sont du même côté de la manette, donc il faut jouer en crochet comme ça si tu veux vraiment jouer. Donc tu bouges avec le bout de ton index et tu diriges la caméra avec ton pouce. Ouais, c'était un peu particulier. Alex, un jeu qui doit son succès à une version portable au début des années 2000, on pense tout de suite à Nintendo, ouais. Et pourtant c'est un jeu qui va se vendre bien mieux, notamment c'est le Freedom Unit qui va se vendre bien mieux que Nintendo, que les jeux Nintendo, ce qui est assez rare au Japon. Et comment est-ce qu'un jeu, au-delà du fait que c'était facile à transporter, ça veut dire aussi qu'on a un jeu qui est moins beau graphiquement ou que sur des consoles? En vrai, c'est plus l'aspect convivial de la chose. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que autant au Japon, le succès de la licence est grandement dû à la PSP, autant en Europe, hors du Japon, même à l'international, c'est plus les épisodes 3DS qui décollent véritablement, parce que notre public européen, et d'autant plus en France, est acquis à la cause de Nintendo, et le parc de consoles de Nintendo sera toujours le plus important que tu puisses trouver, à peu de choses près. Et des 3DS, ils s'en est vendu par palette. Et forcément, quand un épisode sort sur 3DS, ça a potentiellement attiré beaucoup plus de monde. C'est aussi un constat qui a été fait aux États-Unis. Et au final, c'est quel épisode? C'est Monster Hunter 3 Ultimate, qui est une adaptation de Monster Hunter 3, mais adaptée et améliorée et affinée aussi, puisque comme Ken le disait, le gameplay des Monster Hunter, c'est quelque chose qui s'est affiné avec le temps et qui aujourd'hui est quelque chose de très dynamique et très fluide, mais ce n'était pas du tout le cas des premiers épisodes qui étaient beaucoup plus lourds, et c'est peut-être ça qui était aussi une barrière pour le public européen. Et Monster Hunter 3 Ultimate, tu as raison de le mentionner, c'est vraiment peut-être le next step de Monster Hunter, puisque avec ce jeu, Monster Hunter 3 était sorti sur Wii, pourtant une console qui est sortie absolument partout, mais était cantonnée à la Wii. Avec Monster Hunter 3 Ultimate, on a eu une version 3DS et une version Wii U. Ouais. C'est-à-dire que les joueurs console pouvaient jouer sur Wii U et les joueurs portables pouvaient jouer sur 3DS, et on pouvait tous jouer ensemble les uns les autres. C'était un truc de fou pour l'époque, et évidemment ça a grandement participé à la popularité du jeu. Je pense que c'est un des premiers jeux qui fait des très 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 grosses ventes, et l'étape d'après ça sera Monster Hunter World, quoi. Alors justement, est-ce que c'est pas paradoxal de dire que c'est un jeu que s'est accaparé Nintendo quelque part, on peut dire ça comme ça, alors qu'il n'a pas l'étiquette trop du jeu familial qu'on imagine chez Nintendo?
En vrai, ça reste du jeu multijoueur un peu convivial, même si c'est un peu Peggy plus. Hein, parce que, Fire Emblem, c'est pas spécialement très gay non plus, hein, comme jeu. Donc il y a des jeux Nintendo qui peuvent être violents. Hein, les Xenoblade, les Fire Emblem, ça en fait partie. Metroid, c'est pas du tout non violent, tu vois. Donc oui, Monster Hunter, ça reste un jeu de chasse coloré où si tu veux pas tuer les monstres, tu les captures, tu les ramènes. Bon après, c'est pour les dépecer, leur faire subir des horreurs. Oui, parce que c'est quand même le but. On rappelle que le but de Monster Hunter, c'est d'attraper des créatures selon leur gabarit, de les dépecer, de prendre ce qu'il y a à prendre, les matériaux, et de faire des armes et des armures qui permettent d'aller combattre. Tu recommences. C'est ça, combattre d'autres monstres, etc. Et tu défends ton village. C'est pas le jeu le plus peaceful de la Terre. Non, mais c'est un jeu à gameplay. Et ça, Nintendo aime bien les jeux à gameplay parce que c'est un jeu. Beaucoup pensent que c'est un peu l'ancêtre des Dark Souls, hein, que l'on a aujourd'hui. C'est vraiment des jeux où le monstre te met 2 patates, t'es mort. Il faut rouler et esquiver vraiment toutes les attaques des monstres, apprendre tous les patterns et le taper pendant 10-20 minutes afin de réussir à le down. Et tu peux le faire en équipe. Exactement. Donc, c'est vrai que la série des Souls s'en est beaucoup inspirée aussi à l'époque dans un univers bien plus dark. Monster Hunter, ça reste un univers très coloré, chatoyant, où les monstres sont d'autant des mascottes un peu mignonnes qui vont aussi être... on est plus près, on est plus près de Pokémon Destroy que des monstres de Stellar Blade. C'est exactement ça. Mais en même temps, tu vois, il y a des dinosaures, il y a des wyverns, il y a un univers qui est complètement fantasy, 100% nouveau, avec un lore qui s'étend de jeu après jeu. Donc non, ça correspond un peu à Nintendo, mais pour Capcom, correspondre à Nintendo, pas à Nintendo, c'était pas vraiment leur problème. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir vendre un jeu qui devenait de plus en plus populaire. Quand tu vends un jeu qui est de plus en plus populaire, tu le vends sur la machine qui est la plus populaire, point final. Il n'y a pas de secret. Capcom nous a fait du Capcom. Avec ce Monster Hunter aussi, c'est le talent pour faire des jeux dérivés et des noms à rallonge de remaster, reboot, contenu DLC en je ne sais comment dire ça. Enfin, les Ultimate, c'est un peu ça quand même. Les Ultimate, c'était les versions plus du jeu déjà sorti. C'est exactement ça. Ultimate, c'est souvent les versions plus, mais attention, en vrai, quand un Monster Hunter sort avec une version Ultimate, en fait, tu achètes un énorme DLC, mais un énorme DLC, un truc vraiment ouf, et le jeu profite de mises à jour 100% gratuites en plus après à l'intérieur. C'est-à-dire qu'un Monster Hunter, tout le contenu de Monster Hunter, il s'ajoute gratuitement au fur et à mesure du jeu. Ensuite, ils mettent une énorme extension qui rajoute plein d'éléments de gameplay, plein de monstres, plein de rejouabilité. Et il y a encore des mises à jour dans cette mise à jour qui sont ensuite derrière gratuites. Donc c'est souvent, tu achètes une version et tu as une version plus. Et dans cette version plus, tu as quand même des mises à jour qui sont mises au fur et à mesure. Donc c'est pas non plus, pète à map 15 balles tous les 2 mois. Hein. C'est pas aussi dégueulasse que ça. C'est vrai, c'est mieux. 2018, Alex, arrive Monster Hunter World. Et là, ça change tout. C'est le raz-de-marée. C'est le raz-de-marée, ça change tout. La vision qu'on a de Monster Hunter, déjà, il arrive sur toutes les consoles, ce qui est quand même déjà un événement en soi. En quoi il est vraiment différent dans l'approche des autres, ou en quoi il s'internationalise? Qu'est-ce qui fait qu'on considère que c'est un épisode marquant? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est le moment où le gameplay se modernise pour plaire davantage aux audiences occidentales. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup moins lourd dans les déplacements. Et aussi, ça profite encore une fois. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Monster Hunter, c'est une licence qui évolue énormément avec l'évolution technologique des consoles. Ça a commencé sur PS2, ça a explosé sur PSP au Japon, puis sur 3DS en Europe. Et c'est devenu le monument que c'est grâce à l'architecture de la PS4 et de cette génération-là. Tout simplement parce que ça permet de construire des zones et du level design qui est beaucoup plus élargi, avec moins de temps de chargement. Ça rend l'expérience beaucoup plus fluide, à la fois dans le jeu en lui-même, dans la façon dont il est construit, mais aussi dans son gameplay, parce que les choses deviennent beaucoup plus nerveuses et ça devient beaucoup plus accrocheur. Et la boucle de gameplay dont on parlait tout à l'heure, de tuer un monstre, récupérer des matériaux, se faire une armure, retaper un monstre plus fort ad nauseam,
elle prend encore mieux et tu te retrouves en fait avec des centaines d'heures dessus sans avoir vu le temps Sans passer. t'en rendre compte. C'est terrible, Monster C'est la Hunter. force de Monster Hunter. C'est vrai, c'est terrible, Monster Hunter World, Ken. Monster Hunter World, c'est vraiment une nouvelle étape. Alors, il n'est pas sorti exactement sur tous les supports parce que le jeu n'a pas atteint la Switch. Oui. Le jeu sur Switch, il développe maintenant des versions dédiées. Justement, c'était Monster Hunter Rise qui était sorti après sur Switch, mais chaque jeu profite. Il y a 2 équipes qui développent les Monster Hunter, un peu comme les Assassin's Creed, tu vois. Et chaque jeu profite un peu de l'expérience de chacune des équipes. Donc c'est vraiment assez fou. Mais World, avec l'espace donné, la verticalité bien plus présente, la fluidité dans les mouvements, c'est un jeu qui est plus agréable à jouer que les jeux ultra rigides qu'on pouvait avoir sur PSP ou même au début de la 3DS. Donc évidemment, ça rend le gameplay plus plaisant, ça rend le gameplay aussi plus facile à prendre en main pour n'importe qui, sans que c'est un jeu plutôt dur, hein, Monster Hunter. Franchement, la première fois que tu commences Monster Hunter, si tu choisis pas les bonnes armes qui te correspondent, tu dis ça bouge pas vite, c'est lent, assez dur de se lourd. lancer dans Monster Hunter sans quelqu'un qui a un peu d'expérience sur le sujet. Parce que ce que je trouve intéressant avec Monster Hunter, c'est que c'est un RPG, mais il n'y a pas de montée de niveau, il n'y a pas de système de classe, il n'y a pas d'arbre de compétences. Tout se joue uniquement avec ton équipement et l'un des moments les plus importants quand tu joues à Monster Hunter, c'est de réussir à trouver ton arme de prédilection. Parce que la vraie différence de gameplay, elle se fait dans le choix de ton arme, parce que chaque arme va avoir un gameplay hyper précis et extrêmement différent. Il y en a certaines qui sont assez faciles d'utilisation, il y en a certaines qui sont extrêmement dures à comprendre, et il y a tout au fait une phase d'apprentissage, de découverte où tu vas tester chaque arme jusqu'à vraiment trouver ton arme coup de cœur, et celle-ci tu vas passer des centaines d'heures dessus pour la maîtriser à la perfection. Tu vas vraiment affiner ton équipement pour l'exploiter au maximum. Et ce qui est marrant quand tu rencontres des gens qui jouent à Monster Hunter, c'est que tout le monde a son arme de prédilection et tu te retrouves à avoir des discussions où tu vas essayer de vendre ton arme préférée à l'autre et vice versa. C'est un peu la base de discussion de joueurs de Monster Hunter qui se rencontrent, et moi je trouve que c'est toujours un truc que je trouve génial. Monster Hunter Wild, cette fois, est attendu pour 2025. Qu'est-ce qu'on attend de celui-là ? Alors, ce qu'on va attendre de Monster Hunter Wild, c'est peut-être de faire rentrer le jeu dans une ère un peu plus nouvelle génération, à savoir avoir aussi des éléments qui peuvent intéresser pas forcément ceux qui jouent au multijoueur. Tu vois, avoir un jeu, tu le fais en solo, tu es quand même content parce qu'il y a une histoire tout autour qui se développe du jeu. Tu peux faire l'expérience en solo de façon cool, mais aussi après c'est toujours pareil. Enfin, cette nouvelle génération, je vais pas dire que c'est toujours un peu décevant, mais c'est toujours des plus grands environnements, plus de monstres qui apparaissent sur la map, plus de détails, c'est un peu plus fin. J'ai l'impression que t'attends rien de révolutionnaire dessus. En vrai, pas vraiment, non. Mais je sais que ça va être mieux qu'avant, tu vois. Et que tu vas y passer 150 heures. Je vais très probablement y passer du temps. Après, ce qui va faire passer du temps dans le jeu, tu disais, c'était pas les jeux les plus beaux graphiquement et pourtant ils se vendaient bien. Franchement, les graphismes dans Monster Hunter, je pense que les joueurs de Monster Hunter, ils trouvent ça cool, mais ils s'en foutent un peu complètement. Si le jeu n'est pas bien pensé au niveau de son game design pour que la boucle de gameplay soit satisfaisante et qu'il ait le sentiment de redondance dans le jeu, il va arrêter le jeu. Faut pas avoir ce sentiment de redondance. Faut avoir un sentiment de faire. Dès que tu lances un monstre, même si c'est le même monstre, il va jamais t'arriver la même chasse, il va jamais t'arriver la même aventure, et c'est ça la puissance de Monster Hunter. Tu peux refaire un monstre 150 fois, la qualité des animations de Capcom, la qualité du gameplay des différentes armes du jeu vont faire que tu vas jamais te retrouver dans la même situation. C'est pour faire des Monster Hunter où tu lances un monstre, tu sais très bien que si tu fais un piège ici, que 2 se positionnent là, tu vas le down en 10 minutes, quels que soient les patterns du monstre, c'est gagné. Souvent les joueurs s'amusent pas et lâchent assez vite. Qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce que ça a apporté Monster Hunter pour toi au jeu, Alex? Est-ce qu'il a inspiré quelque chose? Beaucoup de temps de jeu. Non, mais c'est... Moi, en fait, ce qui me fascine avec Monster Hunter, c'est vraiment la boucle de gameplay qui est hyper simple et hyper addictive, qui fonctionne hyper bien. Et comme le disait Ken, en fait, je pense pas qu'il y aura une révolution dans Wild, mais ça va être une amélioration globale de plein de trucs. Il y a plein de trucs qui ont toujours été un peu mis de côté dans les Monster Hunter, genre typiquement moi j'ai vu une longue présentation quand je suis allé chez Capcom la semaine dernière de 20 minutes sur le jeu, et les trucs qui sont vraiment intéressants dans ce nouvel opus, c'est les effets météo. Ouais. Typiquement, là, on le voit sur les images, tu peux avoir des tempêtes de sable qui t'arrivent dans la tronche où tu ne vois absolument plus rien au-delà de 2 mètres.
Et il y a plein d'effets météo. En fait, c'est pas grand-chose. Ça va pas être une révolution, mais ça peut concrètement changer énormément le gameplay. Et comme le disait Ken, chaque chasse sera différente grâce à un truc aussi insignifiant, mais que potentiellement Capcom pouvait pas trop se permettre de faire sans la puissance des nouvelles générations de consoles. Un peu d'aléatoire, un peu d'événements aléatoires dans le jeu, en plus qui amène parfois des monstres, parce que chaque événement météo vont être propice à l'apparition de certains monstres qui vivent dans ce genre d'environnement bien meilleur. Ça va aussi changer le comportement des monstres que tu vas affronter. Donc ouais, toutes ces choses-là font que, à mon avis, on va avoir une expérience de jeu très différente. Il y a aussi une énorme fluidité, et ce qui change énormément dans ce Monster Hunter, c'est la possibilité de jouer 2 armes par équipement. Alors ça, c'est... Il va falloir maîtriser 2 armes, parce que je vous ai écouté, la première c'est galère, donc la deuxième, ça promet. C'est exactement ça. Bon, ça fait un peu peur à certains joueurs, mais ouais, tu vas pouvoir jouer 2 armes, sachant que dans Monster Hunter, tu as des arcs, des armes à feu, tu as des instruments de musique, des marteaux, des lames, enfin tu as tellement de trucs avec lesquels tu peux te battre. Donc ouais, là, tu peux jouer 2 armes, et chaque équipement, chaque armure sera équipé de 2 armes. Alors je sais pas comment ça va fonctionner avec les arbres de compétences, etc., parce qu'ils sont très spécifiques aux armes que tu joues. Mais Capcom a promis que ça serait assez simple et les changements d'armes méga facilités et super fluides. Donc ça c'est bien parce que peut-être que certains monstres vont évoluer, très facile à taper au marteau, et ensuite après tu peux plus les toucher parce qu'ils sont toujours en train de voler. Tu prends un arc et tu envoies. Ça avant il fallait retourner au camp à chaque fois. Dernière question pour vous messieurs parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Quel est pour vous le Monster Hunter qui vous a marqué et lequel recommandez-vous à des gens qui n'y ont jamais joué? Alex? Monster Hunter World. Moi, j'avais déjà joué un peu à un épisode 3DS, mais j'avais eu du mal à accrocher. Je suis retourné sur la licence pour Monster Hunter World avec un ami, et j'ai pas relâché depuis. Et pour moi, c'est le meilleur point d'entrée parce que c'est le plus moderne, c'est le plus facile à vendre, et c'est aussi le plus facile, la façon la plus facile d'accompagner quelqu'un si tu veux faire son tuteur. Et c'est aussi celui qui regroupe le plus de monstres emblématiques de la licence, parce que c'est un truc dont on a parlé très peu, mais l'autre force de Monster Hunter, c'est que chaque monstre est en lui-même, au fait, un ambassadeur de la licence. Des Ratalos, des Pukai, tout le monde a son préféré, que ce soit un monstre un peu sérieux ou un peu rigolo, et je trouve que Monster Hunter World a potentiellement l'un des bestiaires les plus éclectiques, puisqu'il faut savoir, on l'a pas dit, que chaque Monster Hunter va avoir un bestiaire un peu différent. Il y en a certains monstres à qui on dit au revoir, il y a des nouveaux qui arrivent. Et MH World a, pour moi, le bestiaire le plus complet et le plus cool à combattre, en tout cas. Ok. Ken, t'es d'accord? Moi, c'est Monster Hunter 3 Ultimate, le jeu qui m'a le plus marqué, sur Wii U justement, parce que après ça, j'ai joué à Monster Hunter 4 qui était essentiellement sur 3DS, et franchement, hein, comme mon collègue, jouer sur 3DS, j'arrivais pas, c'est trop mal adapté au gameplay de Monster Hunter. Et ensuite, après, je le rejoins complètement. Si tu dois découvrir la série, c'est World, avec la version PC de préférence, où tu vas avoir beaucoup plus de fluidité, moins de temps de chargement, et la possibilité de jouer avec les paramètres que tu veux en ayant un jeu fluide. C'est quand même super cool d'avoir un jeu le plus fluide possible. Bon, Ken, Alex, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous éclairer sur Monster Hunter qui fête donc ses 20 ans. On attend Monster Hunter Wilds pour l'année prochaine, ça promet, visiblement. On te retrouve où, Alex? Sur Gamecult, comme toujours. Toujours sur Gamecult. Et sur Twitch. Voilà, twitch.tv/KenBogard. Et ben voilà, vous savez tout pour écouter la suite de Monster Hunter quand ça sortira. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro. On espère vous avoir donné envie de jouer ou au moins de découvrir Monster Hunter. Vous pouvez retrouver l'émission en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co et évidemment sur YouTube et en podcast partout. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures vidéoludiques en attendant l'été et le soleil. Espérons. Allez, jouez bien et à très vite.